On va regarder cette image, l'image de ce tout début de soirée, une foule, la caméra est un petit peu loin, une foule d'habitants, ceux de Nogent en Haute-Marne, qui sont rassemblés en ce moment même, 3 jours après un drame qui a ému la France entière, le meurtre de Mélanie, cette surveillante du collège Françoise Dolto de Nogent, qui a été tuée par un élève de 14 ans de l'établissement. Cette foule réunie à la mémoire de Mélanie à l'occasion d'une marche blanche à l'initiative des proches de la victime. Frédéric Fernandez, vous êtes justement à Nogent. Cette marche blanche, elle débute en ce moment même devant le collège où travaillait Mélanie, où a eu lieu le drame mardi. Oui, exactement. Une marche blanche qui vient tout juste de débuter. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a ici vraiment des centaines de personnes donc, qui sont venues assister à cette marche blanche. Certains viennent de très très loin. Ils nous ont dit avoir fait parfois 600, 700 kilomètres parce que c'était extrêmement important pour eux de rendre hommage à Mélanie. Et puis, cette marche blanche qui a pris un petit peu de retard, mais qui va parcourir une grande partie de la ville de Nogent, à peu près 1 kilomètre pour se rendre en fait à l'hôtel de ville. Une marche silencieuse afin que, bien sûr, il y aura les proches. Il y a aussi des collègues, il y a aussi tout simplement des collégiens qui sont venus avec leur famille. Mais c'est vraiment un moment pour rendre un dernier hommage donc à Mélanie. Et puis donc cette marche blanche où normalement il n'y aura pas de prise de parole. Et puis à son arrivée, en fait au niveau de la place de l'hôtel de ville, il y aura sans doute un lâcher de ballon là aussi pour rendre hommage à Mélanie. Dans la ville, il y a encore beaucoup d'émotions. C'est ce que nous avons pu constater tout à l'heure avec Jérémy Paolini. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une habitante tout à l'heure. Parce qu'on la voyait arriver tous les jours. Mes enfants l'aimaient beaucoup, l'appréciaient beaucoup. Et puis c'est pour soutenir aussi la famille, montrer qu'on est là. Et puis c'est un choc parce que c'est arrivé ici. Ça fait 1 an et demi que je suis à Nogent. J'ai une fille de 14 ans, c'est un choc pour elle de savoir que c'est arrivé là, elle n'en revient pas. Donc moi j'ai ce choc-là et puis j'ai eu peur pour les filles aussi. Et puis j'en ai une qui a peur que ça recommence, et je ne le cache pas. Donc encore beaucoup d'émotions alors que la marche blanche vient tout juste de partir. Il y a encore beaucoup de monde ici, donc certainement plusieurs centaines de personnes et certains qui viennent encore déposer des fleurs juste devant donc, le collège Françoise Dolto. Merci Frédéric, on vous retrouve évidemment un tout petit peu plus tard en direct de Nogent en Haute-Marne pour BFM TV, où a donc lieu, où débute cette marche blanche à la mémoire de Mélanie, 3 jours après son meurtre par un élève de l'établissement dont elle était surveillante. Bonsoir Véronique Fèvre, journaliste éducation BFM TV, à vos côtés Yves Tréhard. Bonsoir Yves, journaliste politique BFM TV. Avec nous également ce soir dans le Newsbox, Myriam Meyer, bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur de français, latin et grec en réseau d'éducation prioritaire et auteur du livre intitulé Wesh Madame, rire et larmes d'une prof de banlieue. Bienvenue. À vos côtés Maxime Brandstetter, bonsoir Maxime, journaliste police-justice BFM bonsoir. TV. Et Ilana Wasserstein, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne. D'abord, Maxime, je me tourne vers vous parce que vous avez passé beaucoup de temps cette semaine, depuis le meurtre de Mélanie, vous avez passé beaucoup de temps à Nogent. Et j'imagine que les images de cette foule réunie à la mémoire de Mélanie à l'occasion de cette marche blanche ne vous surprennent pas tant. Non. Ce meurtre, ce drame absolu a bouleversé cette commune d'un peu plus de 3000 habitants. Oui, je pense que tout le monde était touché, tout le monde est touché à Nogent et autour pour les villages autour. C'est vrai, on a passé beaucoup de temps à discuter avec des personnes qui se trouvaient devant ce collège où on voit ces murs de fleurs qu'on a vu un petit peu partout. On a passé la journée parfois devant ce collège, ça n'arrêtait pas. Continuellement, il y avait des gens qui arrivaient avec des fleurs pour les déposer. Assez souvent, c'était des parents avec leurs enfants. De temps en temps, c'était des personnes qui étaient en train de travailler, des artisans qui arrivaient avec leur camion et qui s'arrêtaient pour déposer une fleur. Toutes les personnes venaient et on en a parlé à beaucoup et tous nous disaient, bah voilà, on la connaissait Mélanie. Alors, il y a beaucoup qui la connaissaient parce qu'elle était surveillante au collège et donc leurs enfants parlaient d'elle ou ils la croisaient à l'entrée, à l'arrivée en classe. Après, il y en avait peut-être plus qui la connaissait aussi en tant que coiffeuse, parce qu'il faut savoir qu'elle en fait, elle était surveillante que depuis septembre dernier. C'était une reconversion professionnelle. Avant, elle était coiffeuse dans un salon. Elle était très appréciée. J'ai parlé à un de ses anciens clients qui était en larmes. Et je la connaissais juste en tant que professionnelle, mais voilà, ce drame m'a beaucoup touché. Et puis, même les personnes qui ne connaissaient pas Mélanie, ils sont touchés parce qu'en fait, à Nogent, finalement, tout le monde se connaît. Même s'ils ne la connaissaient pas directement, qu'ils n'avaient jamais parlé, de vue, ils connaissent quelqu'un de sa famille, de son entourage. Et d'ailleurs, ce qui est difficile aussi à Nogent dans les villages autour, c'est que tout le monde la connaît elle, et beaucoup aussi connaissent aussi la famille de suspect. D'où
ce drame et cette tristesse qui inonde finalement toute la ville de Nogent et les villages aux alentours. Myriam Meyer, je rappelle que vous êtes enseignante, vous êtes professeure de français, latin et grec. Maxime dit à l'instant, effectivement, ça a touché tout le monde parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, se reconnaît, s'identifie en Mélanie et effectivement accuse aussi d'une certaine manière la douleur de sa famille aujourd'hui qui rebondit à travers cette marche blanche qui est un hommage, qui est un soutien aussi à la famille de Mélanie, qui a voulu cette marche blanche, hein, je le rappelle. Oui, bah écoutez, je pense que en tout cas, le corps enseignant est très secoué aussi. On commence à compter nos morts et il y en a un peu trop, je ne vous le cache pas. Et moi, ce qui m'a, je crois, le plus traumatisée dans cette affaire, c'est que Mélanie a choisi un métier qui est difficile, qui est mal payé, qui est essentiel. Elle voulait même devenir AESH. Il faut beaucoup de dons de soi pour vouloir faire ça. Assistante d'éducation. Exactement, enfin pour les personnes en situation de handicap. Et elle est fauchée parce qu'il y a eu en amont un manque de prévention et en aval un manque de sanctions. On compte nos morts. Oui. On commence à compter nos morts dans l'éducation nationale. Les mots que vous venez de prononcer sont très forts, Véronique Fèvre, mais c'est à l'évidence un sentiment partagé au sein de la communauté éducative française et bien au-delà de Nogent en Haute-Marne, hein, vraisemblablement. Vous avez le meurtre terroriste, l'assassinat de Samuel Paty, l'assassinat de Dominique Bernard, qui ont été des séismes. Agnès Lassalle. Et puis d'autres types qui ne sont pas terroristes. Agnès Lassalle en 2023. Plus récemment, il y a 1 mois et demi, là c'est quand même très rapproché. La jeune fille Lorraine qui a été tuée dans sa salle de classe, 57 coups de couteau à Nantes par un jeune garçon. Et mardi. Et mardi, cette jeune femme qui, c'était incompréhensible quand on l'a appris d'ailleurs, de voir qu'elle avait été poignardée le jour où on contrôlait, justement, les forces de police contrôlaient les sacs. Et c'est difficile pour les professeurs. Je crois que c'est difficile aussi pour de se dire qu'on meurt sous les coups d'un élève. Oui. Vous êtes là pour eux. Absolument. Et c'est de leurs mains que certains c'est impensable. sont tués. C'est l'impensable. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient pensable. J'avais envie de vous demander justement, madame, comment... on sait qu'on ne peut pas faire cours en permanence en pensant à ça, mais quand même, qu'est-ce que ça modifie au fil du temps, dans la pratique, dans l'approche avec les élèves? Je pense qu'énormément d'enseignants sont en mode d'hypervigilance. Parce que, je vais peut-être choquer certains de vos téléspectateurs, mais c'est un miracle que ça arrive entre guillemets si rarement. Vous voyez, rien qu'hier, sur un groupe Facebook de collègues, 6 témoignages. 6 témoignages de professeurs rapportant la présence d'armes, de poignards dans les sacs des élèves, dans leurs manteaux, des élèves les sortant en cours pour se venger d'un camarade, etc. Moi-même, j'ai vécu à plusieurs reprises ce type de situation où vous découvrez que vous avez des élèves qui ont apporté des armes. Et c'est pour ça aussi que là, il y a un tel ras-le-bol et une telle colère qui monte. C'est que moi, j'ai la conviction que ce sont des morts qui auraient dû, mais qui auraient pu être évitées. Et qu'il s'agisse de Chamseddine aussi, qui a été viré de coups, qui est mort roué de coups à Viry-Châtillon, qu'il s'agisse de Shaina, qu'il s'agisse d'Elia. C'est aussi nos enfants, nos élèves, que nous voyons partir de la façon la plus brutale qui soit. Et on a l'impression que la réponse politique n'est pas du tout à la hauteur. Mais c'est aussi... Je vous propose juste de rester sur cette image-là et presque de ne pas parler l'espace de quelques secondes pour bien mesurer ce qui se passe à Nogent. Je vous sens presque ému quand même, Myriam Meyer, hein, quand vous... Ce silence-là. Il nous faudrait moins de marches blanches et plus d'action. Je ne supporte plus de voir ces images. Je ne les supporte plus. Réellement. Ilana Wasserstein, vous êtes psychologue clinicienne. Cette marche blanche, cette foule d'habitants de Nogent et d'ailleurs, réunis à la mémoire de Mélanie, elle agit comme un sursaut d'humanité, un impératif de ramener de l'humanité là où il n'y en avait plus mardi matin devant le collège de Nogent. Comment vous regardez ça?
C'est aussi le besoin de manifester l'action, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance. Il y a un sentiment d'impuissance, puisqu'on voit bien que cette violence, comme le disait le professeur, elle est partout aujourd'hui. Elle se retrouve chez les adultes, elle se retrouve chez les enfants. Et finalement, Mélanie, elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment, mais ça aurait pu être elle, mais ça aurait pu être une autre personne, puisqu'on voit bien que c'était une personne dévouée, empathique, qui ne cherchait qu'à faire du bien autour d'elle. Donc Mélanie n'est pas responsable et elle n'est pas en cause dans cette situation. Et c'est ça qui est si injuste pour les gens, si incompréhensible, si terrible, parce qu'ils se disent, finalement, c'était Mélanie, mais ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui d'autre à notre place. D'où cette perception assez forte d'ici, de ces gens qui sont venus pour Mélanie, mais ses proches, et aussi pour eux, enfin pour faire corps. C'est comme ça que vous le voyez, vous? C'est-à-dire que les gens, dans quelle mesure ont-ils un pouvoir, une possibilité d'action et d'exprimer leur désarroi, leur détresse et leur mécontentement, si ce n'est que par cette marche blanche qui est synonyme de paix. Frédéric Fernandez, vous êtes justement à Nogent, vous suivez pour BFM TV cette marche blanche extrêmement puissante par le silence qui s'est imposé de lui-même depuis le début de ce moment de recueillement. Bien sûr, bien sûr. Exactement, et c'est d'ailleurs un souhait de la famille de faire une marche blanche dans le silence. Il n'y aura d'ailleurs pas de prise de parole de la famille, ni au début d'ailleurs. Il n'y a pas eu de prise de parole ni à l'arrivée du cortège, donc place de la mairie. Donc c'est vraiment ce silence qui est très très fort. Alors, seule chose qui vient rompre le silence, si je puis dire, c'est en fait une musique qui est diffusée en tête de cortège. C'est là où se trouvent d'ailleurs les plus proches de Mélanie. Ils sont reconnaissables notamment parce qu'en fait ils portent un t-shirt blanc avec dessus une photo imprimée, une photo de Mélanie qu'on a d'ailleurs eu l'habitude de voir beaucoup ces derniers jours. Un cortège donc là qui continue sa marche dans le centre-ville de Nogent. Il y a environ 1500 personnes donc qui sont présentes dans ce cortège. En tête de cortège, je vous le disais, donc la famille et donc une banderole aussi qui tiennent. Et sur cette banderole, on peut lire Mélanie, ta joie de vivre et ton sourire resteront gravés. Donc une marche blanche qu'on dit dans le silence. Dans cette marche blanche, il y a bien sûr les proches de Mélanie. Il y a aussi ses collègues de travail, ses amis, mais aussi des inconnus qui parfois sont venus de très loin. Ils nous expliquaient que c'était très important pour eux de venir rendre cet hommage et de se recueillir tous ensemble. Et ça donne un certain sentiment donc de soutenir la famille. Voilà ce que nous disent les gens avec qui nous avons pu échanger. Et puis il y a une atmosphère aussi encore très lourde dans nos gens. C'est ce qu'on a pu constater un peu plus tôt dans l'après-midi. Les gens sont encore extrêmement choqués par ce qui s'est passé mardi matin. Merci Frédéric. Maxime. Oui, Frédéric le soulignait, la marche blanche qui a été voulue par la famille. Il y a eu d'autres hommages égrenés tout au long de la semaine, mais la famille voulait cette marche blanche ce soir à 18h. La famille, on les a rencontrés au tout début de l'affaire, en fait. Il faut savoir que Mélanie, elle s'était mise il y a quelque temps avec un compagnon avec qui elle vivait dans un village à proximité de Nogent. Un village, elle n'y est pas née, mais elle y a vécu quasiment toute sa vie. Son compagnon aussi. Donc, le village, c'est un tout petit village. C'est quasiment que leur famille, entre les cousins, les amis, etc. Et c'est vrai qu'on est arrivé, ça venait de se passer. Ça s'est passé le matin, on est arrivé l'après-midi. Il y avait déjà une dizaine de voitures devant chez eux. Ils étaient déjà tous réunis, solides les uns avec les autres. Il y a son beau-fils. Donc elle a un enfant de 4 ans, mais elle a aussi un beau-fils et une belle-fille qui sont des enfants de son compagnon d'un premier mariage. Et son beau-fils, qui a 21 ans, Evan, il a choisi au début de prendre la parole parce qu'il voulait faire passer des messages. La famille n'était pas en état de passer des messages. C'est lui qui a assumé ce rôle. Il a demandé à ce que la justice agisse. Il a demandé à une réaction politique. Il a assumé ce rôle-là au début. Ça a été difficile pour lui. Et depuis 2 jours, la famille, ils ont décidé d'arrêter de communiquer, de prendre du temps pour eux, de rester entre eux. Et c'est le choix qui continue pendant cette marche blanche avec le fait qu'ils soient à l'avant comme ça, mais discrètement, loin des médias. Je pense qu'ils ont besoin de se retrouver entre eux et de communier. Grande dignité des proches, de la famille de Mélanie, 3 jours après son meurtre. Yves, on voit ces images, ce qu'on se dit finalement, c'est que Nogent, c'est n'importe quelle autre ville de France, 3500 habitants, c'est la ville moyenne, de taille moyenne. Oui. Standard, si je puis dire. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on se reconnaît tous, un peu, dans ce qui se passe en ce moment là-bas. Et je rejoins ce que vous disiez, madame, c'est que
En fait, on se dit, cette marche, elle exprime la même chose que les marches précédentes, et elle exprime pas uniquement du recueillement, du silence, du respect, elle exprime probablement une colère terrible à l'image de ce que vous disiez, en disant, quand qu'on soit du corps enseignant ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on voit d'ailleurs que les réactions du personnel politique immédiates, quand elles sont arrivées juste après les faits, sont tombées à côté finalement. Et puis pourquoi maintenant, alors que ça fait des années et des années que cette violence chez les jeunes existe? Comme si l'impuissance de la population était à la hauteur. Avec une crise d'autorité énorme. En miroir de celle des politiques. Exactement. Et avec une crise d'autorité énorme, parce que jamais, il y a 50, 60 ans, on imaginait aller frapper un professeur ou un surveillant. C'était inimaginable. Et aujourd'hui, non seulement on va le frapper, mais on va le tuer. Donc c'est encore, vous voyez. Donc on est quand même on parlait de bascule tout à l'heure sur tout autre sujet, mais on est aussi dans un point de bascule là quand même. Et il faudrait que les politiques on dit souvent ça, s'en rendent compte. Justement, au moment des marches blanches, des minutes de silence, souvent c'est il y aura un avant et un après. Oui, et mais pourtant, justement, il y a toujours un avant, mais l'après, il ressemble à l'avant d'avant. Myriam Meyer, quand vous entendez ce que dit Yves Tréhard. Je l'entends et je suis entièrement d'accord. Hier matin, je disais sur un plateau télé que je m'attendais à ce qu'on nous explique qu'on avait besoin d'une formation. Ce qu'on l'avait fait avec Samuel Paty, quand il a été assassiné, on nous a dit formation laïcité. Et bien, ça n'a pas manqué. L'après-midi même, François Bayrou a dit il faut former les enseignants à détecter les signes de santé mentale. Alors moi, j'aimerais lui répondre. Elisabeth Borne, aujourd'hui, a précisé que chaque établissement devra se doter d'ici à la fin de l'année d'un protocole de repérage et de prise en charge des situations de souffrance psychologique chez les jeunes. Déjà annoncé, alors qu'en l'état, le suspect ne présente pas de trouble mental, d'après ce que dit le procureur. C'est la première chose, d'une part. D'autre part, quel mépris pour les pédopsychiatres. C'est un métier. C'est pas un webinaire, c'est pas une mallette pédagogique. Par ailleurs, nous repérons bien souvent des signes qui de détresse psychique, qui de problèmes de comportement un peu asociaux. Mais quand on les fait remonter, que croyez-vous qu'il se passe? Donc il y a quand même une hypocrisie absolument phénoménale à nous dire on va vous former, très bien, une fois que vous nous aurez formés, qu'on signalera. Il n'y a plus de place en ITEP. Il n'y a plus de place en IME. Vous avez des années d'attente pour être pris en charge dans les CMP. Et je ne parle pas, par ailleurs, du problème de la sanction qui est essentiel. Donc, tout ça, pour moi, excusez-moi, c'est de l'enfumage. Et je vous prie de m'excuser pour ma colère. Mais là, ça devient vraiment, franchement, indécent. C'est parce qu'il y a quand même, pendant très longtemps dans l'éducation nationale, ce que vous dites là, c'est le pas de vague. C'est-à-dire qu'on ne dit rien. On sait pour vous, en fait. On sait pour vous, le corps enseignant, alors que c'est le corps enseignant qui est face aux élèves et qui est face à une jeunesse qui est quand même très différente de ce que certains dans l'administration peuvent connaître. Et il y a eu une absence de réponse aussi sur la question des moyens. Alors je sais qu'on dit toujours que l'éducation nationale manque de moyens, mais enfin une infirmière pour 1600 élèves, tout ça n'a pas bougé. Un médecin pour 13 000, tout ça n'a pas bougé. Une psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves, 1600 élèves, tout ça n'a pas bougé. Et on voit bien qu'il n'y a pas les crédits. Donc comme il n'y a pas les crédits, on dit on va mettre des références, c'est-à-dire qu'on va trouver des volontaires au sein de l'établissement pour être volontaires, pour repérer, savoir orienter. C'est faire peser vraiment une responsabilité sur les professeurs qui ne relèvent pas d'eux, qui ne relèvent pas de leur profession. Et dans ce cas précis, se pose la question de savoir est-ce que c'était vraiment détectable? Parce que quand on regarde le profil du suspect qui est né en août 2010, alors nous, on nous a raconté beaucoup de choses devant le collège forcément, mais après un fait comme ça, vous doutez bien que tout le monde lui trouve des torts, donc il faut prendre avec mesure ce témoignage. Mais oui, on nous raconte qu'il était très bien intégré, que visiblement c'était un bon élève. Il était référent harcèlement scolaire dans son établissement. Ses deux parents travaillent, son frère est bien intégré. Comme il a été exclu à 2 reprises quand même. Exclu à 2 reprises, c'est ce que j'allais y venir. Comme ça, côté face A, il n'y a pas visiblement de signaux. De l'autre côté, on a aussi des camarades à lui, des amis qui l'ont fréquenté, qui ont dit que depuis un an, il était devenu un petit peu bizarre. Effectivement, il y a ces 2 exclusions, ça c'est la face immergée, mais ses amis nous racontaient qu'il avait
une attitude particulière, parfois violente, qui parlait tantôt soit de se faire du mal à lui-même, soit de faire du mal à quelqu'un d'autre. Le procureur Des amis qui nous ont dit a qu'il donné avait- des infos, des éléments très inquiétants sur son Voilà, profil. ils nous ont dit qu'il aurait dit à des amis qu'il allait faire une dinguerie, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'on a du mal à mesurer qu'est-ce que pouvait voir finalement le corps enseignant, parce que on est sur un enfant qui avait un profil presque double. Et est-ce que c'est vraiment détectable? Est-ce qu'on pouvait vraiment prévoir qu'il allait faire ça? Ça relève aussi de l'enquête, évidemment, et elle ne fait presque que débuter. Myriam Meyer. Est-ce que vous vous rendez compte du stade où on en est arrivé, où un élève qui étrangle un autre élève de 6e et qui se bat avec un autre déjà peut être encore référent harcèlement, ça ne manque pas de sel, que ça c'est un élève normal. Mais alors qu'est-ce que c'est quand ils ne le sont pas? Excusez-moi, mais là pardon de réagir. J'ai pas dit non, que non, c'était je un sais élève que c'est pas normal. vous, je sais que ça n'est pas vous, mais ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire que la violence, les rixes, le harcèlement sont devenus pour nous tellement courants Banal, oui. que finalement, si un élève n'a assassiné personne à la fin de l'année, il aura les félicitations. Ce que je dis peut paraître excessif. Dans les faits, si, quand on frappe, quand on étrangle, ce sont des signaux. Et une journée d'exclusion, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans Libération, il y a eu une journée d'exclusion pour chacun de ces faits. Je suis désolée, ce n'est pas suffisant. Une atteinte à l'intégrité physique d'un père ne devrait pas entraîner une exclusion d'un jour. Vraiment. On a aussi un problème d'échelle de sanctions, mais qui... Proportionnalité. Voilà, de proportionnalité, mais qui date pas seulement du collège. Ce que nous disent aussi beaucoup de spécialistes, c'est qu'on a beaucoup souvent une absence de réponse à l'école primaire, et finalement on a des élèves qui arrivent un peu dans la toute-puissance aussi au collège. Et là, effectivement, c'est très compliqué de les gérer parce qu'il y a beaucoup moins d'encadrement, évidemment, au collège. On a aussi un manque d'assistants d'éducation. Donc il y a probablement, effectivement, une proportionnalité à trouver, une échelle de sanctions. C'est ce qu'avait proposé aussi Gabriel Attal. Des échelles de sanctions à trouver beaucoup plus tôt dans la scolarité. Ce qu'on ne sait pas, il y a encore beaucoup aussi de questions sur le parcours de cet élève. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans les classes précédentes? Pourquoi était-il référent harcèlement? Moi, ça m'interroge toujours. Revenons-en à Mélanie, la victime de ce meurtre, de cet acte abominable. 3 jours après qu'il s'est produit, Frédéric Fernandez, on vous retrouve dans la marche blanche qui se poursuit dans les rues de Nogent en ce moment même. Oui, effectivement, une marche blanche qui se poursuit et avec toujours ce silence qui nous marque énormément ici. Un silence sans doute pour, bien sûr, rendre hommage à Mélanie, mais aussi pour montrer que toute une ville, bien sûr, mais bien au-delà, est en deuil. Et justement, je me trouve avec Sania. Sania, vous n'habitez pas Nogent, mais vous m'avez dit que c'était important pour vous de venir aujourd'hui. Racontez-moi. Oui, j'avais une pensée pour la victime et pour sa famille. J'ai une pensée pour eux aussi. C'est atroce ce qui s'est passé et je voulais venir lui rendre hommage. Vous êtes aussi mère de famille et vous me dites que ça vous touchait particulièrement? Oui, j'ai moi-même 2 enfants, 2 fils de 4 et 6 ans et forcément on peut compatir et avoir une pensée pour sa famille. Merci beaucoup Sania pour ce témoignage. Donc ce cortège qui continue à évoluer donc dans les rues de Nogent. En tête de cortège, il y a bien sûr la famille de Mélanie qui souhaite rester à l'écart évidemment donc des caméras. Ils l'ont fait savoir. Et puis ils tiennent bien sûr une banderole avec inscrit dessus Mélanie, ta joie de vivre et ton sourire resteront gravés. Voilà donc ce qu'on peut vous dire, cette marche blanche qui continue d'évoluer en direction de la mairie de Nogent où aura lieu tout à l'heure à l'arrivée du cortège un lâcher de ballon pour rendre hommage à Mélanie. Merci Frédéric. Ilana Wazerstein, vous êtes psychologue, vous souhaitiez réagir. Je pense que les sanctions, c'est une chose, mais en amont, ce qu'il faut aussi comprendre par rapport à cette violence, c'est qu'elle est multifactorielle. On voit bien que les jeunes d'aujourd'hui ont énormément de mal à gérer leur frustration. Nous sommes nous-mêmes en train de changer nos valeurs. C'est-à-dire que on s'intéresse aux notes des enfants, mais leur santé mentale et leurs émotions, on en tient beaucoup moins compte. On tient compte de leur santé physique, mais à quel moment le fait qu'un enfant soit anxieux, qu'il soit dépressif, qu'il ait des troubles alimentaires, des troubles compulsifs. Alors, c'est pas du tout le rôle des professeurs de repérer ce genre de choses, comme le disait Madame. Simplement, il faut qu'il y ait une possibilité
d'écoute, c'est-à-dire une libération de la parole, que les enfants puissent s'exprimer, qu'ils puissent s'exprimer entre eux quand il y a des frustrations, qu'il y ait des cercles de parole éventuellement qui puissent être organisés au sein des établissements, qu'il puisse y avoir bien plus de psychologues scolaires et un accès plus facile. On parle de soins aujourd'hui pour les étudiants, on s'est rendu compte notamment à la période de la Covid, voilà, que les étudiants avaient besoin de soins psychologiques et on leur a offert des séances. Mais aujourd'hui, lorsque les jeunes ou les enfants viennent me voir en cabinet, eh bien ce sont des enfants dont les parents ont conscience qu'il y a une problématique et qu'il faut pouvoir la régler, et ils ont aussi les moyens financiers pour pouvoir le faire. Alors, quand ils n'en ont pas les moyens, effectivement, ils vont passer par des CMP où c'est surchargé, mais il faudrait que dans les écoles, on puisse arrêter de banaliser la violence, parce que sinon on va en arriver à mettre des détectos de métaux lourds, on va en arriver à des sanctions, mais on n'aura toujours pas éradiqué le problème à la source et à la racine, qui est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, un jeune en arrive à avoir une telle colère, une telle frustration qu'il est amené à prendre un couteau avec lui. Eh bien, c'est parce qu'il y a forcément quelque part en amont quelque chose, des facteurs qui l'amènent à cela, c'est-à-dire soit des troubles de personnalité, soit un modèle parental violent, soit un climat scolaire. Justement, Ilana Balazar-Stein, je vous coupe oui. Parce que vous le dites vous-même, les raisons de la violence, voire l'hyperviolence d'une partie de la jeunesse aujourd'hui dans ce pays, c'est multifactoriel. Oui, absolument. Faut peut-être aussi interroger les relations, les rapports filles-garçons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites, vous, la prof? Les rapports filles-garçons, certainement, mais je dirais que ça, c'est un symptôme. Pour moi, il y a un certain nombre de choses. D'abord, il y a effectivement une incapacité à gérer la frustration. Mais ça, qui est quelque chose qu'on voit même dans le rapport à l'effort, au travail. Il y a des élèves qui sont dans une impuissance lexicale. Un élève, on va dire, de milieu lambda arrive en maternelle avec 2000 mots. Un enfant du milieu défavorisé arrive avec 600 mots. Ça veut dire qu'il va avoir un référentiel 3 fois moindre pour nommer les choses, exprimer ses émotions, débattre, nuancer. Quand vous manquez de mots, vous n'avez plus que les points. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe beaucoup. Il y a cette incapacité à débattre, et tout de suite, vraiment, ça part dans les tours, ça part dans les points, dans la violence physique. Il y a aussi le fait qu'on a en effet une jeunesse qui va très mal, parce que ce soit les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, on ne se frotte plus au réel. Il y a une dépression qui explose. 48% des jeunes de 11 à 24 ans ont connu un épisode dépressif ces 10 dernières années. Donc, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je rejoins madame, bien sûr qu'il faut de la prévention, bien sûr qu'il faut du soin, mais il faut aussi protéger les élèves et protéger les agents. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de Newsbox. Évidemment, on continue tout au long de cette fin d'après-midi, début de soirée, à suivre la marche blanche dans les rues de Nogent à la mémoire de Mélanie, tuée par un élève de son établissement dont elle était surveillante il y a de cela 3 jours.